Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. À Sédhiou, la gestion démocratique des enseignants, les indemnités et le dossier des chargés de cours sont entre autres les revendications du G7 qui a un mouvement d'humeur depuis ce lundi. Du côté de l'inspection, elle confie que des efforts sont en train d'être faits pour apporter des solutions. Les menuisiers de Tchadiaï sortent de leur silence. Ces artisans se plaignent des difficultés liées à l'approvisionnement en bois et de la concurrence déloyale qui affecte négativement le secteur. À Ziguinchor, c'est parti pour 16 jours d'activisme. L'association des juristes sénégalaises, en collaboration avec d'autres organisations communautaires, ont organisé une caravane de sensibilisation sur les pires formes de violence faites aux femmes. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui nous mènera à Saint-Louis, où environ 180 tonnes de déchets sont collectés chaque jour. Malgré tout, les habitants cohabitent avec les ordures ménagères. Nassadio nous fera le point au courant de cette session d'information. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal et nous débutons cette édition d'information. Le réseau international des femmes en partenariat avec la Fondation Hewlett a convié au siège de l'Irak une vingtaine de femmes journalistes de radio communautaire à un atelier de 3 jours. L'objectif de cette session de formation est d'outiller ces femmes de médias en technique de podcast vidéo. Un compte rendu signé Anna Faye. Elles sont 20 journalistes de radio communautaire à avoir été conviées à un atelier en podcast vidéo. Nous voulons, au sortir de cet atelier, accompagner ces journalistes à réaliser des productions de qualité utiles pour elles, mais aussi pour leurs organes. Cette capacitation des femmes va permettre d'être mieux outillées par rapport à la production de podcasts. Parce que en ce moment, toutes les radios ont des sites web. Et nous utilisons Internet, que ce soit sur radio et TV. Tout le monde est sur le net. Les podcasts vont nous permettre d'avoir plus de visibilité sur ce que nous faisons. Ce sera des vidéos de 10, 15 à 20 minutes. Et cette formation, cet atelier va nous permettre de mieux savoir comment positionner le côté technique par rapport aux portables, aux caméras et tout. Et d'avoir un contenu quand même assez consistant pour les podcasts. Elle pourra désormais mieux porter son combat en faveur des femmes et des enfants. Je pense que dans le futur, ça va nous permettre de réaliser ces vidéos-là. Ça va nous permettre aujourd'hui de débattre différentes thématiques, surtout dans le cadre... Aujourd'hui, quand on parle des violences que subissent les femmes, aujourd'hui, on parle des violences que subissent les enfants. Donc, je pense que ces réalisations de ces vidéos vont nous permettre davantage de lutter contre ces violences. Cette formation destinée aux femmes des radios communautaires va permettre à ces journalistes d'être mieux outillés par rapport à la production de podcasts et vidéos en vue d'offrir à leurs organes une meilleure visibilité. Direction Sédhiou débrayage ce lundi suivi d'une grève totale du G7 après l'évaluation de sa rencontre avec l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou. Parmi les points de leur plateforme revendicative, la gestion démocratique des enseignants, les indemnités mais aussi le dossier des chargés de cours. Les grévistes entendent mener le combat jusqu'à l'obtention de gain de cause. Je vous propose de suivre le coordinateur du G7 au micro de Omar Sissé. On a eu à rencontrer l'IF plutôt, on a eu à discuter sur un certain nombre de points et parmi ces points-là, le premier point c'est la gestion démocratique des enseignants et nous avons considéré que la façon dont c'est fait ici laisse à désirer et qu'on aimerait vraiment que les gens arrivent à une sorte de concertation comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors il ne s'agit pas de refuser les redéploiements, etc. Mais quand même quand on prend certaines décisions, qu'on y associe les camarades, qu'on y associe les syndicats, parce que c'est des décisions qui agissent sur des personnes. Alors le deuxième point, c'est en rapport avec les indemnités. Alors on ne peut pas comprendre que dans la même circonscription, que certains soient payés et que d'autres ne le soient pas. Pour nous, c'est une condition dégradante. Il faut que nos fonds soient payés au même moment et à tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Sur ce plan, on n'a pas eu accord parce que l'autorité nous a dit qu'elle a fait le travail, mais
que le reste ne relève pas de son domaine. Alors c'est pour cela qu'également on a jugé bon d'appuyer sur la pédale pour que les gens concernés puissent réagir. La troisième chose, c'est lié au dossier de chargé de cours. Pour les chargés de cours, on a constaté qu'à l'IEF de Sédhiou, il y a un tri qui se fait. Alors ce tri-là fait que certains sont bloqués et que d'autres passent. Alors que dans les autres académies IEF, ça ne se passe pas comme ça. Ce à quoi on veut arriver, c'est à une gestion démocratique concernée pour un système apaisé et performant. Malheureusement, pour l'instant, les gens ne sont pas dans cette dynamique. Et le G7 est là, va continuer le combat et on va chercher mandat actuellement avec nos camarades pour qu'ils nous disent quelle suite à donner à ce combat. De son côté, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Sédhiou, Omar Diagne, estime qu'il est prématuré d'aller en grève. Pour ces motifs, il affirme d'ailleurs que des efforts sont en train d'être menés pour une prise en charge des doléances de ces enseignants. Il est au micro de Omar Cissé. Nous les avons reçus et nous leur avons expliqué que tout ce qui devait être fait au niveau du personnel de l'éducation de manière globale a été fait. Et depuis que nous avons compris qu'il y avait des retards au niveau du Trésor, nous avons essayé de prendre langue avec le payeur. À maintes reprises, on l'a appelé sur la question, on lui a fait la situation parce que Bunkiling était en train de percevoir ses indemnités, Goudomp aussi, et Sédhiou n'était pas dans la situation. Et au moment où le jeudi, les gens, c'était en journée morte, au moment où les enfants ne travaillaient pas, nous, en fait, on avait anticipé sur la question et le payeur nous avait donné l'assurance qu'une partie, en tout cas, des montants étaient déjà débloqués et disponibles dans le compte. Ce matin, j'ai été aussi à la payerie. J'ai rencontré personnellement le payeur. Il me dit avoir traité tous les mandats qui restent. Donc, normalement, dans un délai d'1 à 2 jours maximum, tous les montants doivent être disponibles. Et le paiement, il commence aujourd'hui. L'autre question concerne la gestion du personnel. Et le troisième point, je crois que ce sont les dossiers de charge de cours. Les deux sont très liés. Ce sont des actes de gestion du personnel. Il faut qu'on se comprenne. Il ne s'agit pas chaque année que tous les enseignants qui ont des diplômes académiques déposent des dossiers et que tous ces dossiers soient transmis. Non, on a besoin de 5 professeurs en maths SVT. On demande aux enseignants de déposer, on choisit des dossiers qui répondent à ce besoin et on les propose à la nomination. Parlant à présent du calvaire des menuisiers de Tchadjaï et environ, en plus de la concurrence déloyale, mais aussi des meubles importés, de la cherté du matériel, il éprouve d'énormes difficultés liées à l'approvisionnement en bois de qualité. Reportage Pape Kairé. Trouver du bois de qualité devient de plus en plus difficile pour les menuisiers de Tchadjaï et environ. À cela, il s'ajoute les frais de transport et d'autres charges, ce qui fait qu'ils ont une marge de bénéfice très réduite. On est obligé de déposer notre argent chez le vendeur de bois, qui peut rester 2 à 3 mois pour que tu puisses avoir du bois. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas avoir du bois. Les clients ne peuvent pas comprendre cela et parfois, ils te mettent la pression. Celui qui te vend le bois ne te donne pas de quittance ou bien un permis qui atteste que le bois est valable. Si on passe à la douane, on est obligé de graisser pour avoir une quittance afin que le bois puisse être valable à transporter. Tout ceci, on le fait sortir de notre argent. Le transport, la part du client, cela nous apporte plus de difficultés. D'autres difficultés viennent davantage peser sur la balance, rendant ainsi dure la vie de ces menuisiers. Ceux qui veulent des machines sont nombreux. Tout le monde veut travailler. Beaucoup ne souhaitent plus migrer. Donc ceux qui sont là et qui peuvent travailler, on doit les aider à avoir des machines. Les machines coûtent très cher. Ces deux-là, normalement, ces temps-ci, c'est entre 3 à 4 millions. Auparavant, on donnait des prêts. Mais actuellement, il n'y a plus de prêts. On pouvait donner 500 000 et le reste payable, mais on ne l'accepte plus. En plus de ça, l'électricité est chère. Les 10 000 francs, tu l'utilises en 5 jours. Ce n'est plus du Woyofal, c'est du fardeau. Hormis tous ces défis, les menuisiers font face à la concurrence des meubles importés, ce qui entraîne aussi la rareté des kits.
Et à Ziguinchor, une caravane de sensibilisation sur les pires formes de violence faites aux femmes a été lancée par l'Association des juristes sénégalaises en collaboration avec l'Institut des inégalités et également 8 organisations de région. Le regard de la société sur les survivantes de violences, c'est le thème des séjours d'activisme organisés à Ziguinchor. Je vous propose de suivre Fatou Touré, membre du réseau Sigil Jigéni. Elle est au micro de Aïssatou Badji. Du Sénégal, que je suis venu accompagner au nom du réseau Sigil Jigéen dans cette belle caravane et dans cette belle tournée de visite au niveau des centres d'accueil, parce que nous avons été surpris de voir que vraiment il y a de bons centres d'accueil qui sont entretenus par les femmes de l'organisation des Chinettes et vraiment qui sont des centres qui ont tout pour prendre en charge de manière holistique les femmes survivantes de violences. Leur vie ne doit pas être perlée de violence, parce qu'on a parlé de violence machiste, mais on a parlé de violence économique, on a parlé de violence physique. Elle supporte ces violences et s'occupe de la famille, s'occupe de la société, s'occupe de tout dans cet environnement peut-être communautaire ou dans cet environnement où vivent les hommes et les femmes. On dit qu'aujourd'hui, nous voulons que le regard de la société survivante de violence change, que ce regard-là puisse bouger, que ces femmes-là ne doivent pas être accusées, stigmatisées, jugées, qu'on regarde ces violences de manière holistique et qu'on essaie d'apporter dans chaque communauté des réponses correctrices qui pourront ralentir ces violences et in fine les réduire. Donc c'est ça qui nous amène ici. Nous sommes avec le projet Institut des inégalités, financé par l'agence catalane. Et aujourd'hui, nous sommes dans un projet AJS Sport. La Ligue régionale de football de Kédougou a réceptionné ce lundi un terrain synthétique de montant de plus de 200 millions de francs CFA, financé par la Fédération sénégalaise de football. C'est une infrastructure de qualité sportive qui aura un impact significatif sur le football de la région en facilitant la gestion et l'organisation des activités sportives de cette partie du pays. Suivons cela dans ce compte rendu signé Ibrahim Djarabate. La Ligue régionale de football de Kédougou a réceptionné un terrain synthétique d'un montant de plus de 200 millions francs CFA, financé par la Fédération sénégalaise de football. Le président de la Fédération sénégalaise de football a salué la collaboration avec la Ligue régionale de football de Kédougou, qui a bien voulu faire du sport et de la jeunesse sa priorité. Nous tous, membres du comité, on avait pris l'engagement que quand nous aurons les moyens, si d'aventure les autorités centrales ou déconcentrées ou décentralisées n'avaient pas lancé ça, nous nous occuperions, dans le cadre de ce qu'on appelle l'héritage du football, de faire en sorte que Kédougou, qui est quand même une des régions les plus éloignées et une des ligues les plus éloignées donc, de la capitale, puisse bénéficier, comme toutes les autres, donc d'une pelouse. Le préfet du département de Kédougou a exhorté les acteurs de la Ligue régionale de football de Kédougou de bien entretenir la pelouse et d'en faire un bon. Je voudrais également profiter de cette occasion, comme l'a fait tout à l'heure le président de la Fédération sénégalaise, pour inviter tous les jeunes de Kédougou, inviter tous les acteurs du sport à veiller au bon entretien de cette pelouse, à veiller à la maintenance de ce gazon. Ce terrain synthétique de football de Kédougou aura un impact significatif sur le football de la région en facilitant la gestion et l'organisation des activités sportives. Merci Ibrahim Djarabate, cet élément qui boucle la première partie de cette édition. À présent, la deuxième partie. Et nous parlons justement du dossier du jour qui nous mène aujourd'hui à Saint-Louis. La gestion des ordures ménagères reste une préoccupation majeure dans cette région où environ 180 tonnes de déchets sont collectés chaque jour malgré les efforts déployés par les services de nettoiement de la ville et les structures dédiées. Les populations continuent de se plaindre de cette situation. Voyons tout cela dans ce dossier signé Nansering Sadio.
La gestion des ordures ménagères demeure une problématique à Saint-Louis du Sénégal. La production dans les ménages augmente de jour en jour. Donc, on est en moyenne 180 tonnes en temps normal et lors des cérémonies, des fêtes religieuses où il y a des pics comme la Korité, la Tabaski, vraiment les fêtes de Pâques et autres, donc on peut attendre jusqu'à 380 à 400 tonnes qui sont mises en décharge. Tous les jours, différents camions circulent dans les quartiers pour assurer le ramassage. Il y a ce qu'on appelle la collecte de porte-à-porte qui se fait dans tous les 33 quartiers répartis en secteurs pour faire prendre tout ce qui est ordure au niveau des quartiers. Des fois, il y a des errements, il y a quelque chose qui ne va pas, mais chaque fois que vous voyez qu'il y a une voiture dans un quartier où vous ne voyez pas la voiture venir faire la collecte de porte-à-porte, c'est parce qu'il y a défaut de mécanique. Les poubelles réglementaires sont disponibles, mais les dépôts d'ordures existent encore dans certains coins de la ville, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé des populations. Cette poubelle réglementaire et le conditionnement de cette poubelle, parce que c'est ça qui est important. Mais tu vois une poubelle sans couvercle, une poubelle, mais s'il pleut, mais je crois qu'il y aura beaucoup d'eau. Et les gens qui prennent ces ordures-là, c'est des êtres humains. L'heure du ramassage était fixée à 8 heures. Les populations s'en sont plaintes. Le service a dû décaler l'heure selon Djadjigay. Il fustige l'attitude des personnes qui se rabattent sur les enfants talibés. Ces derniers sont souvent utilisés pour déposer des ordures ménagères. C'est qu'on puisse dire que la voiture n'est pas venue, qu'on donne le talibé. La poubelle pour qu'il aille verser ça dans la rue. Mais ça, maintenant, il fallait mieux attendre la voiture. C'était mieux que d'aller créer un dépotoir sauvage dans le quartier. Des fois, je prends les talibés, je les mets dans ma voiture, je les amène dans mon bureau pour leur dire que comme on a fait dire, il y a une santé de l'engagement que Pimbalit, dans les noirs, il y a un qui. Mais non, c'est les populations qui doivent nous aider ça. Pour Daouda Diop, les bonnes habitudes ont tendance à être abandonnées. Des actions de sensibilisation doivent être menées pour situer les responsabilités. Il faut revenir ça. On renouvelle, par exemple, ces poubelles que la mairie avait données, sinon d'autres partenaires dans les quartiers pour contribuer en donnant à chaque ménage une poubelle. Moi, je crois bien que c'est l'idéal. Ainsi, pour contribuer à la propreté de la ville et des maisons en particulier, le service d'hygiène faisait des sanctions après avoir constaté une infraction. Les règles établies sont de plus en plus bafouées par les populations et le contrôle est au ralenti à cause d'un manque de personnel. En matière de gestion des ordures ménagères, donc il y a beaucoup d'infractions qui sont constatées. Donc maintenant, le service a confronté à un problème de personnel, parce que comme vous le savez, ça a fait presque une vingtaine d'années que le service d'hygiène n'avait pas fait de recrutement. Donc ça a répercuté sur le corps. Donc on a un problème d'effectifs. Direction commune de Gandong. Située à quelques encablures de la ville de Saint-Louis, se trouve le centre d'enfouissement technique. Ce site de décharge assure les normes acceptables pour éviter toute forme de pollution. Donc cette décharge que vous voyez s'étend sur 14 hectares. Donc c'est cette décharge-là qui regroupe l'ensemble des déchets ménagères et un peu privés provenant du département de Saint-Louis, excepté PAL. Nous avons aussi des caisses polybennes qui sont posées au niveau des sites à forte production de déchets. Là où la collecte, en tout cas, peine à enlever les ordures, on met là-bas des caisses polybennes pour un peu soulager les populations. Donc nous avons aussi des mécanisations à faire donc au niveau des dépôts sauvages qui sont un peu créés dans certaines parties de la ville. Tous les déchets sont repris avant d'être triés par les récupérateurs. Oui, bon, Sonazed, en tout cas pour le moment, dans sa mission, il n'y a pas encore un volet pour consacrer au tri. Mais néanmoins, lorsque les véhicules donc, arrivent au niveau de la décharge, il y a les récupérateurs qui sont là. Donc les récupérateurs, ils se chargent de prendre en tout cas les produits qui leur sont en tout cas qui leur sont favorables. Malgré la grève répétitive des agents du Fonds d'entretien routier autonome, la Sonaged est en parfaite collaboration avec la municipalité, du matériel sophistiqué, des points de regroupement normalisés avec environ 400 agents qui sont au service de la population saint-louisienne pour une ville propre et accueillante. Merci Nassering Sadio. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.